Alors les progrès actuellement décisifs du programme de Dartmouth sont ceux de l'auto-apprentissage. Ils sont basés sur ces algorithmes développés depuis plus de 30 ans à partir du modèle connexionniste et dont les idées forces sont la modélisation statistique, les réseaux de neurones en couche, l'apprentissage automatique, bref, ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning, l'apprentissage profond. C'est cela qui a permis, par exemple, à AlphaZero, qui est le programme de Google, de devenir champion du monde de Go toutes catégories, c'est-à-dire humains et machines, également champion du monde d'échecs et de shogi toutes catégories en quelques heures, simplement en jouant des dizaines de millions de parties contre lui-même, sans rien connaître du jeu au départ que ses règles. C'est une approche tabula rasa. Il n'y a rien d'inné, il n'y a pas de maximisation, il n'y a pas de partie de grand maître, il n'y a rien, juste les règles du jeu. Alors, cette réorientation récente de l'intelligence artificielle doit son succès non seulement à l'augmentation de la puissance de calcul des machines, mais aussi, évidemment, à la mise à disposition pour ces machines de milliards de données, ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, qui sert de base d'apprentissage. Pour la reconnaissance faciale, vous avez maintenant à votre disposition des millions de photographies à noter, par exemple, que vous pouvez fournir à la machine. Donc vous nourrissez massivement la machine et elle finit par atteindre, avec ces programmes, des performances comparables ou supérieures à celles des humains, notamment dans ces domaines que l'on croyait, il y a 15 ans encore, hors de portée. Reconnaissance visuelle, reconnaissance de visage, analyse de scène, reconnaissance vocale ou musicale, également dans le traitement automatique des langues. Traduction OCR. Alors, le point commun de ces systèmes, c'est que leur intelligence, traduisez donc maintenant leur performance, croît avec la taille du corpus à partir duquel ils ont été entraînés. C'est pourquoi les promoteurs actuels de l'intelligence artificielle, avec les acteurs historiques comme IBM, sont les GAFAM. Google, Apple, voilà, le petit, ça ne lui plaît pas, il a raison. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ce qu'on appelle les géants du web. Eux ont de quoi nourrir leur bécane, en quelque sorte, avec les métadonnées gentiment fournies par vous, mesdames, messieurs. Je vous rappelle, vous n'êtes pas les clients, vous êtes le produit. Donc, le problème posé par ces dispositifs est qu'une fois entraînés, ils fonctionnent pour leurs concepteurs eux-mêmes comme une boîte noire. C'est-à-dire ils donnent de bons résultats, mais contrairement à ce que permettent les systèmes symboliques, ils ne donnent aucune indication sur le raisonnement qu'ils ont suivi pour arriver au résultat. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils ne raisonnent pas, mais ça marche. C'est ce qu'on a appelé, ouvrez les guillemets, ce sont 2 ingénieurs de Google qui ont dit ça, l'irrationnelle efficacité des données. Alors, pour l'instant, ces programmes statisticiens, ils sont utiles pour prévoir la valeur d'une entreprise, la météo, le trafic routier, pour trier le courrier, pour analyser la jurisprudence, la littérature médicale, afin de poser un diagnostic, etc. Ou même faire la conversation, avec un succès qui est toujours relatif. C'est pas demain la veille que Watson se transformera en HAL, l'intelligence artificielle de 2001, l'Odyssée de l'espace, dont le nom, H-A-L, est un clin d'œil à IBM. H-I-A-B-L-M. Tous les experts s'accordent pour dire qu'on est encore très loin de pouvoir produire une conscience dans un programme ou une machine, pour ne même pas parler d'une conscience morale. On peut toujours essayer de simuler une conscience morale en rajoutant des règles issues de la logique déontique, mais simuler la moralité, c'est précisément être amoral. Les aventures rigolotes du chatbot de Microsoft. Donc, un chatbot, c'est un robot conversationnel qui vous fait la conversation, dont l'avatar est une jeune adolescente prénommée Tai, devrait faire réfléchir à cet égard les partisans de la singularité ou de l'émergence. Il n'a pas fallu 24 heures pour que le programme de conversation en langage naturel, censé apprendre le Jones en ligne grâce aux échanges avec les internautes, ne se mette à proférer des choses du genre « les féministes devraient brûler en enfer » ou « Hitler avait raison ». Mais tout simplement parce qu'elle a été entraînée et nourrie par des trolls malicieux et qu'elle n'a aucune conscience du sens de ce qu'elle raconte. Son programme a calculé des probabilités de bonnes réponses à partir d'un échantillon biaisé, ce qui en montre les limites, évidemment. Alors, il manque à ces instruments une véritable autonomie, c'est-à-dire la capacité de fixer leurs propres fins. Elles ne font que ce qu'on leur demande et ne sont qu'un rouage dans la décision. La question de la décision humaine de prendre ou pas en compte le calcul de ces machines va poser évidemment des problèmes moraux et juridiques quand elles auront envahi notre quotidien, par exemple dans des voitures sans pilote. J'ai écrit ça avant que la voiture d'Uber n'écrase quelqu'un. Et si on leur laisse les manettes, on peut s'attendre au pire, comme par exemple, on peut remonter plus loin, en 2008,
lors du krach boursier, où les algorithmes mis au point pour l'analyse et la décision boursière ultra rapide ont contribué à l'effondrement des marchés. Donc la vieille règle du rapport moral entre les hommes et leur technique, qui dit que ce n'est pas l'outil qui est responsable, mais celui qui s'en sert, va devenir extrêmement délicate à interpréter avec l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas un outil ordinaire, c'est un générateur d'expertise. Dans certains domaines, il va devenir si pointu que personne ne pourra dire que le jugement humain est meilleur que celui de la machine, et cependant, la machine ne sera jamais tenue pour responsable si la décision s'avère mauvaise. La responsabilité humaine va donc être engagée à un degré très supérieur parce qu'elle va devenir le dernier maillon de la décision. Et c'est précisément là que la structure morale de l'humain, du sujet, doit être particulièrement solide. Et alors, à cet égard, le futur de Watson a peut-être quelques leçons à tirer de son passé. En effet, un Watson peut en cacher un autre. Le Watson système porte ce nom en hommage à Thomas J. Watson, qui est le premier président d'IBM en 1924. Un journaliste, Edwin Black, a enquêté sur les activités d'IBM pendant la Seconde Guerre mondiale. Il décrit un personnage obsédé par les profits de sa branche européenne au détriment de toute réflexion morale sur l'emploi éventuel de ces machines. Grâce à de subtiles ruses juridiques, Watson a réussi à conserver, Thomas J. Watson, a réussi à conserver pendant la guerre le contrôle de sa filiale, la société allemande DOMAG, Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft, société allemande des machines Hollerith, future IBM Deutschland. Société qui louait des machines électromécaniques à cartes perforées inventées par un certain Hermann Hollerith aux États-Unis en 1890. Le but de ces machines était initialement de ficher et de produire des statistiques, tout d'abord pour le recensement, puis pour toutes sortes de besoins de fichage et de classement. Son succès fut tel que la DOMAG fut la filiale d'IBM la plus florissante du monde dans les années 30, devenant une pièce essentielle de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel allemand et même le garant de la fameuse efficacité allemande. Ah, la fameuse efficacité allemande. En fait, elle fut américaine. La DOMAG aida à accélérer la remilitarisation de la Rhénanie et joua un rôle non négligeable dans l'organisation technique de la solution finale. Les nazis, en effet, adoraient les statistiques, notamment pour la conduite de leur politique raciale. Et grâce aux machines IBM de la DOMAG, par exemple, un recensement complet de la population prussienne fut effectué en 1933 en quelques semaines, alors qu'il aurait fallu entre 3 et 5 ans pour y parvenir sans les machines d'IBM. Ces machines, trieuses, tabulatrices, imprimantes, ont été retrouvées à Dachau, Auschwitz, Buchenwald. Dans le code Hollerith, Auschwitz porte le numéro 001, Buchenwald 002, Dachau 003. Sur les cartes perforées, les prisonniers sont rangés en 16 catégories: prisonniers politiques, chercheurs bibliques, homosexuels, communistes espagnols, juifs, asocial, multirécidivistes, tziganes, prisonniers destinés à une exécution discrète, etc. Ces machines ont été récupérées après la guerre par IBM, qui les louait au Reich et apportait son assistance technique de maintenance et de fourniture des cartes perforées. Alors la fabrique des sociétés totalitaires, pour finir, demande toujours plus de contrôle et de moyens de contrôle, que ce soit pour des raisons idéologiques, l'ordre, ou parce que le business sans régulation l'exige, le néolibéralisme étant sur ce point l'envers du libéralisme politique. Il faut tout savoir de tout le monde pour manipuler tout le monde ou vendre ce que l'on veut à tout le monde. On peut considérer ces machines IBM, qui ne sont même pas encore des ordinateurs, comme les ancêtres pionnières de l'utilisation du big data. Ces descendantes sont devenues idéales pour compiler, classer et recouper toutes les informations que nous laissons sur la plus grande base de données du monde. Si nous n'y prenons garde, et si nous pensons que cet état de fait n'a pas à être questionné, que l'avenir appartient aux GAFAM et à IBM parce que, de fait, le présent leur appartient, si nous ne cherchons pas la vérité cachée de ce rapport pervers à la transparence, alors un jour, c'est la vérité qui viendra nous chercher pour nous dire quelle sorte d'esclaves nous sommes devenus. Après nous avoir entièrement définis et catégorisés, ces sociétés mondiales poseront sur nos épaules leurs mains de propriétaires et nous diront, dans le genre totalitariste soft, qui est celui que Tocqueville annonçait pour notre époque: « Tu m'appartiens, laisse-moi m'occuper de toi ».